je voudrais évoquer avec vous un enjeu qui est probablement l'un des enjeux les plus importants de notre société actuellement, savoir nourrir. Nourrir une planète qui va accueillir de plus en plus de monde, on va passer de 8 à 10 milliards d'habitants, mais tout en réussissant à ne pas dévaster. Ne pas dévaster l'environnement, évidemment, l'environnement, que ce soit la biodiversité, que ce soit les effets du changement climatique, que ce soit nos sols, mais sans dévaster non plus nos agriculteurs eux-mêmes. N'oublions jamais qu'en France, dans la ferme France, nous avons perdu près de 100 000 agriculteurs entre 2010 et 2020. Sans dévaster non plus nos solidarités. Ce qu'il se passe à ce moment en Russie, avec la guerre menée par la Russie sur l'Ukraine, a profondément mis en avant l'arme alimentaire activée par Poutine, par la Russie, rendant dépendant un certain nombre de pays. Un exemple qui peut être pris est l'Égypte. En Égypte, les Russes ont véritablement mis leur croc dans les estomacs des Égyptiens, tant et si bien que 4 mois après le début de la guerre, le ministre des Affaires étrangères russe, M. Lavrov, était accueilli en Égypte parce que dans la vie, il y a 2 personnes à qui vous parlez convenablement, votre banquier et celui qui vous nourrit. Et puis sans dévaster également une partie de nous-mêmes, une partie de ce que nous sommes, une partie de nos sociétés. Parce que, comme le disait Savarin, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Dis-moi comment tu manges, probablement je te dirai à quelle société tu appartiens. Bref, il nous faut réussir à nourrir sans dévaster, avec un enjeu ô combien important qui doit nous animer tous. Et ce que je voudrais mettre en avant, à la lumière d'un récit que nous venons d'écrire avec l'académicien Éric Orsena, c'est que pour réussir à nourrir sans dévaster, probablement faut-il avoir le courage d'affronter la complexité des sujets. Vous le voyez, vous le constatez en tant que citoyen tous les jours, nous avons cette maladie mortifère de tomber dans une forme de simplisme. On sombre dans le tweet, dans je sais, et je sais d'ailleurs tellement bien qu'en l'espace de 48 signes, je suis capable de vous exposer ma position. Le vivant, c'est beaucoup plus complexe. L'alimentation, c'est infiniment plus complexe. Rien n'est binaire, rien n'est 1 ou 0, noir ou blanc. Tout est plus complexe. Et au moment de faire cette prise de parole, je voudrais vous emmener dans ce voyage de la complexité que vous pouvez retrouver dans ce livre « Nourrir sans dévaster » que nous venons de publier. Et ce voyage dans la complexité tente à vous montrer que l'agriculture, ou plutôt nos agricultures, tant elles sont différentes, est à la croisée de nos chemins. Le premier moment de ce voyage, il vous emmène en Eure-et-Loire, dans un supermarché d'Eure-et-Loire, où vous avez, à côté de Nuggets, le fameux cordon bleu. Le cordon bleu, c'est quelque chose d'incroyablement intéressant dans notre pays. Songez qu'avant 1802 et Napoléon, le cordon bleu était la plus haute distinction de notre pays. C'est Napoléon qui a mis fin et qui a créé la Légion d'honneur. Le cordon bleu, c'est normalement 5 éléments. Aujourd'hui, c'est plus de 30 éléments, dont énormément d'additifs. Ces éléments, ils font le bonheur des publicitaires. Vous pouvez prendre de très belles photos du cordon bleu avec le fromage luisant qui coule en étant coupé en 2. Le cordon bleu, la génération à laquelle j'appartiens, se souvient de ces pubs. Vous savez, le loup de Tex Avery qui tombe non pas amoureux de Betty, mais amoureux du cordon bleu. Et était rajoutée à cette publicité la phrase suivante: pour que papa et maman n'aient plus à perdre de temps avec la cuisine traditionnelle. Ce moment du voyage, il vous emmène ensuite aux États-Unis d'Amérique. J'ai été ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, j'ai été aussi ministre du Logement. Songez qu'au moment où je vous parle, nous voyons aux États-Unis d'Amérique naître des logements sans cuisine. Pourquoi diable avoir des mètres carrés avec une cuisine, puisqu'il vous suffit d'appeler, la fameuse ubérisation de nos économies, d'appeler et on vous sert directement, issu d'une dark kitchen ou autre, on vous sert directement votre alimentation. Le progrès est-il vraiment d'avoir des logements sans cuisine demain ? Le premier moment de ce voyage vous montre à quel point nous sommes, nous, dans la société, en train de perdre ce lien avec l'alimentation. 40 à 50% d'une vache aujourd'hui finit en steak haché. Nous sommes en train de créer la société du steak haché. Parce que nous perdons ce rapport et cette volonté de
créer toujours ce lien avec notre alimentation. Alors l'une des solutions, c'est évidemment l'éducation à l'alimentation, pour nous tous, dans les écoles scolaires. Pour nous aussi, si vous êtes médecin ou vous travaillez dans le milieu médical, n'oublions jamais cette phrase d'Hippocrate, le premier des médicaments, c'est votre alimentation. Puis ensuite, ce voyage, il vous emmène en France dans un couvoir. Le couvoir, vous savez, c'est là où on produit des œufs. Le couvoir, aujourd'hui, nous en avons 7 grands en France, et jusqu'à présent était pratiqué, pardon aux âmes sensibles, le broyage des poussins mâles. Vous savez, les petits Saturnins qu'on a tous aimés dans notre enfance là aussi, plus de 50 millions de Saturnins sont broyés chaque année dans notre pays. Ou plus exactement, étaient broyés chaque année dans notre pays. Pourquoi ? Bien, si vous vous référez à Rousseau, au fameux concept d'utilité du philosophe Rousseau, les poussins mâles n'ont absolument aucune utilité. Les poussins mâles sont des frères des futures poules pondeuses et la sélection génétique a conduit à avoir des poules pondeuses dont la morphologie favorisait la ponte d'œufs, mais leurs frères avaient une morphologie associée à celle-ci et donc en aucun cas une morphologie pour avoir de plus en plus de blancs de poulet ou d'alimentation et de protéines. Bref, ils n'avaient aucune utilité. Pas d'autre solution que de s'en débarrasser. On les broie, et là, énormément de citoyens disent qu'il faut arrêter absolument une telle pratique. Alors, on se dit, pas si évident de ça. Certains lèvent la main en disant on n'a qu'à demander aux poules de ne pondre que des futures poules. Évidemment, ça ne peut arriver ainsi. Et là, la science arrive et met en avant une technique qui permet, par un rayon laser, d'aller identifier la couleur des plumes des futurs poussins dans les œufs, parce que, sauf pour une espèce qui est l'espèce des poules blanches, la couleur des poussins dans les œufs diffère si vous allez être une future poule ou un futur coq. Merveille de la nature et de la science. Le gouvernement investit, on met 7 millions d'euros pour doter les couvoirs de ces machines. Mais arrive la question du coût de fonctionnement. Le coût de fonctionnement, c'est 0,5 centimes d'euros par œuf. Une boîte de 6 œufs, 3 centimes d'euros. Les couvoirs, les agriculteurs lèvent la main en disant « Vous savez, nous, on produit des millions d'œufs dans un marché incroyablement compétitif. À part l'Allemagne et la France, personne n'a pris d'engagement d'arrêter le broyage des poussins mâles. Si vous voulez qu'on continue à produire en France, il nous faut absolument que ce coût soit supporté par ceux qui le demandent, c'est-à-dire les citoyens. » Alors, ministre, je réunis toute la grande distribution en disant « Il faut absolument que vous répercutiez 0,5 centimes d'euros par œuf, 3 centimes d'euros pour une boîte de 6 œufs. » Veto absolu de la grande distribution. Ce n'est pas moi qui l'ai demandé, c'est d'autres qui l'ont demandé que les couvoirs fassent par eux-mêmes. Ah oui, mais dans ce cas-là, tous les couvoirs vont fermer. Oui, mais ça n'est pas notre problème. Beauté française, nous avons mis en place ce qui s'appelle la taxe volontaire obligatoire, c'est-à-dire que de manière obligatoire, l'ensemble des grandes surfaces ont dû volontairement mettre en place l'augmentation de 0,5 centimes d'euros par œuf. Ce voyage, il vous montre une deuxième conclusion, que probablement beaucoup d'entre nous, nous sommes citoyens de bon matin, mais consommateurs passé le quart d'heure. Et je dis ça avec beaucoup d'humilité parce qu'il y a ceux qui peuvent se payer une nourriture de meilleure qualité, et puis il y en a d'autres qui souhaiteraient pouvoir le faire, mais du fait des dépenses incompressibles, notamment celles du logement, leur en empêchent. La part de l'alimentation dans le budget moyen des ménages en 30 ans a profondément dévissé. Elle a été divisée par 2 dans les 30 dernières années. Mais la conclusion qui est extrêmement importante, c'est que jamais, 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 il nous faut croire que le pouvoir d'achat des Français sera payé par la destruction des revenus de nos agriculteurs. Ceci est folie. Il faut des politiques économiques pour soutenir l'agriculture et des politiques sociales pour donner accès au plus grand nombre d'entre nous à cette alimentation de qualité. Le troisième moment du voyage, il vous emmène en Chine. En Chine, dans un immeuble de 23 étages, vous vous dites, on doit être dans une banlieue d'une grande ville chinoise. Effectivement, vous êtes dans une banlieue d'une grande ville chinoise, mais ces 23 étages n'est absolument pas un immeuble d'habitation, c'est une porcherie. Record battu, il y a quelques années, l'immeuble ne faisait qu'une dizaine d'étages. En France, la taille moyenne d'une exploitation de porc, c'est 166 truies. Ce voyage, il vous emmène ensuite aux États-Unis d'Amérique, dans le Texas. Il y a quelque temps, 2 ans exactement, un incendie terrible ravage une exploitation laitière.
les vaches meurent, une étincelle s'est produite. Cette étincelle, par le méthane émise par les vaches, s'est complètement propagée. C'était une bonbonne de gaz. Il faut dire qu'il y avait 18 000 vaches dans le bâtiment. En France, la moyenne des exploitations laitières, c'est 66 vaches. Ce voyage, il vous emmène aussi au Brésil. Brésil, deuxième flotte d'avions la plus importante après les États-Unis, mais je ne parle pas d'avions de commerce, je parle d'avions qui larguent les pesticides. Au Brésil, il y a 2180 avions, aux États-Unis 4000. Dans la vallée du Mato Grosso, là vous avez des fermes d'une intensivité absolument incroyable, il y a quelque temps, un conducteur d'avion, qui en rien n'était un agriculteur, s'est trompé. Au lieu de larguer la cargaison de pesticides sur le champ, il l'a larguée sur l'école d'à côté. Vous trouvez dans le Cerrado des fermes qui font 20 000, 30 000, 40 000, parfois plus de 100 000 hectares. En France, la surface moyenne est de 67 hectares pour nos fermes et la surface moyenne dite d'une grande ferme est de 134 hectares. Ce troisième message, c'est pour vous dire que si comparaison ne vaut pas raison, parfois comparaison ramène à la raison. Et que oui, en France, nous avons des exploitations agricoles qui sont des exploitations agricoles familiales. Il faut être fier de notre modèle. Ça ne veut pas du tout dire qu'il ne faut pas continuer à progresser, à améliorer, etc., etc. Mais quand vous voyez aujourd'hui que 50% des fruits et légumes sont importés, 20% du bœuf est importé, 50% du poulet est importé et que beaucoup dénigrent notre agriculture, moi je fais partie de ceux qui disent soyons-en fiers et accompagnons-la. Ce voyage, il vous emmène ensuite en Égypte, une expérience personnelle que j'ai vécue. Il s'avère que j'y ai habité pendant 2 années, de 2008 à 2010. En 2009, j'ai à ce moment-là ma fille aînée avec nous. J'ai aujourd'hui 4 enfants, mais je n'ai que ma fille aînée à ce moment-là qui est née. Elle a 1 an. Elle tombe malade, je vais chez le pédiatre égyptien. Le pédiatre égyptien me dit « Votre fille doit prendre des antibiotiques ». Je me retourne vers la nounou de ma fille en lui disant « Est-ce que vous savez où est-ce que je peux trouver une pharmacie qui vend ce type d'antibiotiques ?» Et la nounou me répond « Pas besoin d'aller à la pharmacie, elle est au supermarché ». Quel est mon étonnement? Je vais au supermarché toutes les semaines, je n'y ai jamais vu de boîte d'amoxicilline. Et la nounou me répond « Mais vous n'avez pas besoin d'amoxicilline, achetez du poulet ». Pourquoi? Parce que le poulet est brésilien, des élevages avec plusieurs millions de volailles, et vous y mettez, pratique interdite en France puis en Europe depuis des décennies, vous y mettez des antibiotiques de croissance, c'est-à-dire des antibiotiques tout au long de la journée pour éviter que les animaux ne deviennent malades, là où en France, vous ne pouvez utiliser les antibiotiques que pour soigner vos animaux. Facilité du moment, au lieu d'aller chez le pharmacien, vous achetez du poulet, vous avez amoxicilline et protéines dans la même assiette. Ce voyage, il vous emmène ensuite, retour en France, avec une approche qui pour moi est absolument essentielle, qui est l'approche du sol. Alors pour les plus anciens d'entre nous, vous vous souvenez, avant que dans nos téléphones portables, nous ayons tous ces applications qui nous permettent de se dire où est-ce qu'il faut aller, ici ou là, nous avions les cartes. Vous vous souvenez de cette carte jaune, la carte Michelin qu'on avait tous dans la boîte à gants de la voiture, ou ces cartes bleues de l'IGN qui nous permettaient d'aller se balader en montagne. Avez-vous déjà noté un point incroyablement important? Sur ces cartes, les forêts sont en vert, les maisons sont en noir, les routes sont indiquées, mais le sol, tout le sol, lui, il est en blanc. Comme si le sol était vide. Le sol, c'est notre plus grand actif. Plusieurs intervenants l'ont dit depuis ce matin, c'est notre plus grand actif. 1 gramme de vers de terre, c'est 500 grammes de vie. Le sol, c'est ce qui nous protège le plus, c'est ce que nous devrions aimer le plus. Le sol, c'est ce qui permet de capter du carbone. Si nous augmentons la matière organique dans le sol de 4 pour 1000, ça permettrait de capter l'ensemble des augmentations d'émissions de gaz à effet de serre anthropique chaque année. Le sol, c'est ce qui nous permet d'améliorer la captation de l'eau avec des pratiques agricoles comme l'agriculture de conservation. Mais l'agriculture de conservation, alors là, on est vraiment en plein dans la complexité. Parce que l'agriculture de conservation, elle nécessite de ne pas labourer la terre. Pratique incroyablement vertueuse, ce faisant, vous ne libérez pas de carbone dans l'atmosphère et en plus vous permettez à l'eau de pénétrer. Vous le voyez quand vous êtes sur la route, toujours dans votre voiture, regardez les champs où il y a des flaques d'eau et les champs où il n'y a pas de flaques d'eau.
Les champs où il n'y a pas de flaque d'eau, c'est de l'agriculture de conservation. Là où il y a des flaques d'eau, c'est que la terre a été labourée. La grande difficulté, c'est que pour ne pas avoir à labourer la terre, il vous faut utiliser un désherbant. Si vous voyez là où je veux en venir. Utiliser ces désherbants qui ont tant été décriés pose là un débat d'une complexité inouïe. Vous avez des objectifs environnementaux qui viennent se confronter, celui de l'impact du désherbant sur la biodiversité versus de l'impact d'une agriculture dite de conservation dans la captation du carbone et dans le vivant à l'intérieur du sol. Complexité au carré. Et là, vous pointez du doigt le fait qu'il ne faut jamais, dès lors qu'on parle d'agriculture, d'alimentation, de nature, de vivant, sombrer dans le simplisme. Et c'est ça l'une des bases de l'agriculture régénératrice. Alors ce voyage, il se termine ici, au Salon de l'Agriculture, à 2 pas de là, dans le stand de la ferme digitale. Vous y trouverez plus de 40 entreprises, ils sont 150 à appartenir à cette association. Et qu'est-ce que montre ce stand? C'est l'apport de l'innovation dans l'ensemble de ces pratiques agricoles. Typiquement sur le désherbant, tout le monde m'a regardé avec des gros yeux au moment où je l'ai dit, il y a maintenant plus de 2 ans. Mais vous verrez, la solution vis-à-vis des désherbants, ce sera la robotique. C'est-à-dire, comme vous avez des robots qui aujourd'hui parfois viennent passer l'aspirateur chez vous, dans votre appartement ou votre maison, d'autres qui viennent tondre la pelouse dans le jardin de votre maison, vous verrez demain, dans nos champs, on aura des robots qui viendront désherber mécaniquement, qui permettront l'agriculture de conservation sans avoir à utiliser de désherbant. Alors certains lèvent la main en disant il suffit de ne pas mettre en place cette innovation et de super solution pour lutter contre le chômage et de demander à beaucoup de personnes d'aller avec des binettes dans les champs, enlever à la main les mauvaises herbes. Mesdames et messieurs les purs esprits, je vous en prie, binez les premiers. On en reparlera. L'innovation, elle est là et elle va vous permettre justement de trouver des solutions à l'ensemble des enjeux et des complexités que j'évoquais à l'instant. Ces innovations, elles ne seront rien sans la science agronomique. C'est la science agronomique qui doit rester le fondamental d'absolument tout. Mais c'est elle qui permettra de l'accompagner. Voilà, mesdames et messieurs, dans ce court voyage, j'aurais pu être beaucoup plus long, mais dans ce court voyage, on voit à quel point la complexité des sujets est extrêmement importante. On voit surtout que cette complexité des sujets, elle a répondu ces dernières années à ce que j'ai essayé de conceptualiser d'une manière très intellectuelle dans la théorie du mistigris. La théorie du mistigris, vous connaissez le jeu, le mistigris, vous avez une carte, la mauvaise carte, il faut la passer à votre voisin et surtout ne jamais la récupérer. Le monde agricole souffre de la théorie du mistigris. Vous avez une nouvelle réglementation, une nouvelle demande des citoyens, une nouvelle dynamique qui est créée. La grande distribution se retourne vers les industriels en disant « j'ai le mistigris, je te passe le mistigris ». Les industriels, eux, reçoivent les mistigris, ils se disent « oh là là, j'ai le mistigris, je vais passer les mistigris aux agriculteurs ». Et les agriculteurs, aujourd'hui, ils ont plein de mistigris sur les épaules et ça s'effondre. Et on comprend bien pourquoi. Renons avec cette complexité des sujets, recréons ce pacte entre la société, entre les entreprises, entre les politiques, entre la science, entre la nature et le monde agricole et construisons cet avenir pour réussir à nourrir sans dévaster. Je vous remercie.